Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est 18h30 sur Sud Radio, chers auditeurs, et 18h30, c'est l'heure, du coup, de projecteur. On rappelle les vraies voix. Des vraies voix. Voilà. Oui, les vraies voix qui sont ce soir Catherine Evrard, Mickaël Sadoun, Philippe Spanghero. Et on vous rappelle aussi notre question du jour, chers auditeurs, on l'a vu, les prix augmentent, électricité, santé, transport, alimentation. Est-ce que cette hausse des factures, elle est incontournable pour assurer votre train de vie, le train de vie des Français? Vous votez sur Twitter et puis surtout vous nous appelez au standard où de vous attend. C'est parti. 0826 Les vraies voix Sud Radio. Non. Le coup de projecteur des vraies voix. Le coup de projecteur des vraies voix, 0826 300 300. Alors, le coût de la vie, chers auditeurs, il peut être influencé par divers facteurs tels que l'inflation, la situation économique du pays, la politique gouvernementale, l'évolution des prix des premières matières et bien d'autres, des matières premières plutôt. Il est important de noter que ces décisions politiques et économiques, elles peuvent être complexes et qu'il peut y avoir différents points de vue sur la meilleure manière de garantir le bien-être économique et social de notre pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est du coup, effectivement, la question qu'on vous pose sur Twitter. Et puis, on reçoit également Gilbert Sett, qui est professeur d'économie à la Neoma Business School, auteur de Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Bonsoir, Gilbert Sett. Bonsoir. Bienvenue. Eh bien donc, on va vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette hausse globale des prix? Est-ce qu'elle est absolument nécessaire pour qu'on puisse garder tous notre train de vie? Écoutez, la question est curieusement posée. Oui. Nous payons plus cher certaines de nos importations, que ce soit des importations énergétiques, que ce soit des importations de matières premières, de produits alimentaires, etc. Cette hausse des prix des produits importés, il faut bien que quelqu'un la paye. Voilà, c'est comme si je vous prends de l'argent dans votre poche, vous avez moins d'argent à dépenser ensuite pendant vos vacances et pendant votre vie quotidienne. Donc qui peut payer, qui doit payer cela? Ça peut être les ménages d'aujourd'hui, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Ça peut être les ménages de demain, c'est une hausse de l'endettement public. Si l'État se substitue aux ménages d'aujourd'hui pour payer la facture. Et puis, si c'est les entreprises, eh bien les entreprises, dans ce cas-là, investissent moins, emploient moins, et in fine, les ménages trinquent, si j'ose dire, très très fortement. Donc, c'est pas la planète Mars qui va payer cette augmentation des prix de produits que nous importons, c'est nous-mêmes en France, la même question se posant dans d'autres pays, qui devons trouver qui doit payer. Et en France, nous sommes le pays dans lequel l'État, par son intervention publique, a pris le plus en charge cette augmentation du Gilbert Sett, justement, ça a été l'objet d'une discussion à l'Assemblée nationale. Hier, il y a eu cette annonce des plus 10% sur la facture d'électricité à partir du 1er août. Écoutez cette intervention donc du député Rassemblement national, Jordan Guiton, qui interpelle le ministre de l'économie. Où est votre parole, monsieur le ministre, lorsque vous annonciez qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur les prix de l'électricité en 2023 ? Quand allez-vous reprendre le contrôle sur les prix de l'électricité et enfin appliquer les mesures de bon sens portées par Marine Le Pen en revenant aux tarifs réglementés, en désindexant le prix de l'électricité sur celui du gaz, en abaissant le taux de TVA de 20 à 5,5 sur toutes les énergies dont l'électricité et pour le pouvoir d'achat des Français? En voilà des solutions. Tour de table, les vraies voix, avant de revenir vers vous, notre spécialiste Gilbert Sett. D'accord sur ce constat, Philippe Spanghero? On ne peut qu'être d'accord, il est assez clair. Après, la vraie question, c'est est-ce que cette dynamique va s'enrayer? En fait, on a du mal à comprendre quand on est consommateur ce qui est légitime. J'ai l'impression que des fois on découvre que l'Ukraine finalement qu'on était aussi dépendant de l'Ukraine pour tout un tas de produits de première nécessité. Donc j'aimerais savoir si tout ça est conjoncturel ou structurel et où ça va s'arrêter. Parce que là, il y a encore des annonces sur des hausses du coût de l'énergie et de l'électricité, 17% pour la fin d'année 2023, 17% pour premier semestre 2024. Et donc, quand on voit à quel point nos industries en sont dépendantes, la fuite en avant continue. Et en face, le revenu des ménages dont on parlait, il n'augmente pas à ces niveaux-là, très loin de là. Donc, il y a quand même... Gilbert Sett répond à cette question finalement conjoncturelle et structurelle.
ou structurel? Alors, ça peut devenir structurel, bien évidemment, si les prix de ces produits que nous importons restent élevés. Alors, pour l'instant, ils ont baissé, ils ont diminué, mais dans la consommation, dans le panier de consommation des ménages français, ils ont moins diminué, bien évidemment, que dans d'autres pays qui ont moins déployé des mesures d'une ampleur incroyable, comme le bouclier tarifaire, comme la ristourne à la pompe, ce genre de choses. Mais il faut bien voir que parmi les solutions qui étaient proposées par la personne que vous avez interviewée, la majorité d'entre elles reportent la dette sur nos enfants. Baisser la TVA, par exemple, sur les produits énergétiques, c'est très bien, oui. Bien sûr, ça, c'est dans la tête de tout le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de recettes publiques, ça veut dire qu'il y a plus de déséquilibre des comptes publics, plus de dettes publiques. Et ça veut dire que nos enfants auront à rembourser une dette publique plus élevée. Encore une fois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de tour de magie. Nous payons plus cher ces produits que nous importons, quelqu'un doit payer la facture. Ça peut être vous, nous, maintenant, ça peut être nos enfants, si c'est de la dette publique, et si c'est les entreprises, eh bien ça se passe très mal pour l'emploi et l'investissement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Il faut bien que quelqu'un paye. Catherine Evrard, dans ce que dit Gilles Berset, il y a notamment justement ce problème d'import qu'on fait beaucoup et le problème de production finalement qu'on a globalement dans le pays aussi. Oui, mais moi ce qui m'étonne un peu, excusez-moi, c'est qu'on parle surtout de coûts supplémentaires et on ne parle jamais de baisser les dépenses. Moi je trouve ça basique dans une économie basique. Baisser les dépenses, c'est baisser les taxes, dégraisser l'État. Je ne devrais pas le dire, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et augmenter les gains. Tant qu'on n'aura pas compris ça, c'est-à-dire diminuer le coût horaire de la production pour en avoir plus. Et on ne parle jamais de baisser les dépenses. On ne parle que d'augmentation des taxes. Bon, moi, alors, il y a notamment ce matin dans le quotidien L'Opinion un sujet par Raphaël Legendre qui, alors c'est un très beau titre, il dit « Nos factures flambent et nous regardons ailleurs ». Et en fait, ce qu'il dit, il y a une échappatoire, c'est plus de travail, de croissance, plus de recettes, car avec l'indispensable et très coûteuse transition écologique, nous ne sommes qu'au début de l'histoire de vie très chère, Michael. Il y avait un ancien président qui disait travailler plus pour dépenser plus, c'est pour gagner plus. Pour gagner plus. Bah oui, c'est pareil. Moi je pense que c'est une formule qui devrait toujours marcher. Je pense que le gouvernement s'inscrit plutôt dans cette ligne. La réforme de l'assurance chômage comme la réforme des retraites le montre. Je pense quand même que va y avoir un problème. Le gouvernement va pas pouvoir diminuer les dépenses aussi rapidement parce qu'il y a un contexte économique qui est encore assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une inflation sous-jacente qui reste très importante. Donc maintenant que l'inflation est importée par la guerre en Ukraine, la fermeture relative de la Chine, etc., l'inflation s'est un peu installée dans le pays. Et elle reste importante si on exclut les prix volatiles de l'alimentation ou de l'énergie. Et c'est très compliqué pour eux de se financer sur les marchés financiers avec les taux d'intérêt qui remontent, etc. Donc je pense qu'il va y avoir augmentation du taux d'impôt, alors même qu'on bat le record mondial. Donc je pense que ça va se poursuivre. Ça a déjà commencé avec les suppressions de niches fiscales annoncées par Bruno Le Maire, mais je pense que ça va se poursuivre. Là, ils ont déjà annoncé des augmentations de taxes sur l'alcool et sur le tabac. Gabriel Attal l'a annoncé. Donc je pense que là, on va se présenter dans une situation compliquée. On serre la ceinture. Le gouvernement, il compte sur quoi en fait à la rentrée? Il compte sur le fait que ils vont négocier avec les grands distributeurs pour que les prix diminuent, parce que c'est vrai que Philippe, c'est ça, en parlait tout à l'heure. Philippe Spanghero en parlait. Les producteurs ont profité de la guerre en Ukraine beaucoup pour augmenter les prix. C'est ce qu'on appelle la spirale prix-prix et non pas la spirale prix-salaire. Donc je pense qu'ils vont compter sur cette négociation-là et sur le fait que l'euro est fort. L'euro s'est renforcé parce que nos taux d'intérêt, ils ont augmenté par rapport aux taux d'intérêt américains. Je vous passe les détails techniques, mais quand on a une monnaie forte, ça veut dire qu'on a plus de pouvoir d'achat sur les produits importés. Donc probablement que ça va être plutôt bénéficiaire pour le pouvoir d'achat des Français. Je pense néanmoins que ça va tenir difficilement et que l'État devra toujours être là pour baquer un peu le citoyen. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous commentez, vous avez un coup de gueule à passer, on est là pour vous entendre, ce sont les vraies voix de l'été. Et on est toujours avec notre auditeur, Thierry. Thierry, vous êtes là? Ah non, on est avec Laurent. Il y a Laurent de Bordeaux qui vient d'appeler au 0820. Laurent, parce qu'on va retrouver Thierry après. Allez, Laurent de Bordeaux. Oui, tout à fait. Écoutez, moi je voulais intervenir parce que je suis étonné en fait du calme finalement qui règne parce que on est en face d'une catastrophe. Il faut savoir que le marché européen électricité est une catastrophe pour la France.
Ça, c'est la première chose. Il faut à tout prix que la France puisse sortir du marché européen, car toute cette énergie, toute cette électricité qui augmente à cause justement du marché européen, entraîne une hausse de l'électricité chez les boulangers, chez les bouchers, dans toutes les entreprises françaises. Et l'économie, c'est simplement de l'électricité transformée, de l'énergie transformée. Donc l'énergie augmentant, parce que nous ne sommes pas sortis du marché européen, et ben qu'est-ce que l'on a ? On a une inflation galopante en permanence. Donc je suis étonné, excusez-moi, Laurent, en Angleterre, où ils sont sortis de l'Europe, ils sont à 80% de plus sur leur facture d'électricité. Oui, je vous dis ça comme ça en passant. Oui, mais quand même, où va l'argent Ah oui, mais ça, c'est une différence parce que le Royaume-Uni dépend du gaz. Laurent répond à Judith. Moi, je vais continuer. Le débat est très intéressant. La France, avec son parc nucléaire, devrait avoir l'électricité la moins chère en France. C'est 600 € le mégawattheure. L'Espagne est sortie, le Portugal est sorti. On devrait avoir l'énergie la moins chère. Oui, non, mais ça c'est sûr. Michael Sadoun. L'augmentation du prix de l'énergie au Royaume-Uni, il est dû au fait que le Royaume-Uni est très très dépendant du gaz. Et que nous ne sommes nous sommes moins dépendants du gaz. Nous étions beaucoup dépendants du nucléaire et nous avions un système d'énergie qui était autosuffisant et peu cher. Et c'est vrai que le tarif ARENH et l'intégration obligatoire de la France dans les circuits de distribution d'électricité européenne, etc., a fait monter le tarif de l'électricité. Ça a aussi plongé EDF dans une catastrophe financière qui n'a pas été extrêmement chère. Laurent veut ajouter quelque chose ? Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce système-là ? Parce qu'on devrait tous se battre en France. Ça fait 50 ans, nous avons un parc nucléaire qui est extraordinaire. On était le premier pays mondial avec un parc nucléaire. Nous avions une avance compétitive extraordinaire. Une avance compétitive pour nos industries par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne qui n'a pas fait ce choix, qui a fait un choix de sortir du nucléaire, se retrouve avec une énergie beaucoup plus chère. Et donc, du coup, ils ont eu peur, en effet, que notre énergie moins chère favorise notre industrie. Ce qu'ils ont fait, ils sont très malins, mais on s'est fait entièrement entoulouper. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de financer, finalement, les entreprises allemandes avec un dumping grâce à notre énergie nucléaire moins chère, parce que eux devraient avoir une énergie électrique 2 à 3 fois plus cher avec le charbon, avec le gaz. Et merci Laurent. Merci Laurent. On en parle bien sûr. Gilles Berset est avec nous toujours, notre économiste, et il débriefera. Et on va continuer quand même avec notre auditeur fil rouge, Thierry, qui est toujours là. Thierry, bonjour. Oui. Alors Thierry, justement, est-ce qu'on finance l'électricité de l'Allemagne ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en fait ? Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense que l'auditeur avant moi a raison. Et moi, je suis comme de nombreuses personnes, je pense. Je ne comprends pas que l'État français ne décide pas de faire comme l'Espagne et le Portugal, de sortir de ces règles européennes où on paye une électricité trop chère. Beaucoup trop cher. L'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait. Et juste, je voudrais faire une autre remarque encore par rapport à tout ce qui a été dit avant. Un moyen de financer beaucoup de choses, l'écologie, etc. Il faut savoir que le bloc européen, la communauté européenne, est le bloc économique le moins protectionniste au monde. Bon, tout le monde vend n'importe quoi à l'Europe. On pourrait mettre des taxes même faibles. Ça rapporterait des milliards qui pourraient financer tout un tas de choses. Bon, 2 arguments très clairs, 2 expositions très claires au 0826 300 300. Gilles Berset, vous, notre spécialiste économie, réaction rapide sur ce qui vient d'être dit, puis on retourne au 0826 300 300. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Ce qui est sûr, c'est qu'à très long terme, le financement de tous les dangers auxquels nous faisons face, que ce soit la transition climatique, que ce soit l'augmentation des prix de l'énergie, que ce soit les réformes qui sont indispensables à faire, tout ça, ça passera par l'augmentation du taux d'emploi et de la quantité de travail en France. Si on travaillait autant simplement que les Néerlandais, qui est un pays, par exemple, des pays nordiques et scandinaves, qui sont des pays très heureux, eh bien, nous aurions énormément de recettes publiques en plus, 100 à 120 milliards par an en plus dans les caisses publiques. On pourrait faire face à beaucoup de difficultés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle de diminuer les dépenses, c'est pas facile. Alors, moins de policiers, moins d'enseignants, moins d'infirmières. Ça, on sait tous. Non, mais c'est pas là. Mais en revanche, les collectivités territoriales, etc. Moi, j'ai une solution, moins d'administratifs dans l'hôpital. Attendez, Gilles Berset, 2 secondes. Michael Sadoun, Gilles Berset. C'est mon grand frère, Gilles Berset. Chacun a sa petite idée là-dessus. Néanmoins, c'est pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Enfin, dernière chose, l'État est intervenu avec une ampleur pour protéger le pouvoir d'achat des ménages en France, une ampleur phénoménale, que ce soit pendant la crise Covid
ou que ce soit pendant cette crise inflationniste. Je voudrais quand même vous donner 2 petits chiffres. Vous voyez, alors en 2020, alors même que le produit intérieur brut français se contractait de 8%, eh bien le pouvoir d'achat des ménages ne s'est contracté que de 0,3%. Et en 2022, la contraction du pouvoir d'achat, alors même qu'il y a eu un prélèvement gigantesque qui a été fait par les pays extérieurs, sur nous, les pays exportateurs d'énergie, matières premières, etc., le pouvoir d'achat n'a baissé également que de 0,3%. En France, pourquoi ? Eh bien parce que l'État nous a protégés par des dispositifs massifs, mais qui ont augmenté la dette publique. Et quand on voit la trajectoire de la dette publique française par rapport à celle de nos principaux partenaires économiques européens, on peut s'inquiéter pour nos enfants sur leur capacité à prendre en charge cette dette. C'est ça le véritable enjeu, c'est ça le véritable Gilbert, débat. autre réaction. Gilbert, attendez. Autre réaction. On file au 0826 300 300 avec Marc qui nous appelle de Bordeaux en Gironde. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, ce que vous dites, c'est ce que vous demandez, tout simplement, c'est est-ce qu'on pourrait pas l'annuler, la dette ? C'est ça votre question. Voilà, pas possible. C'est vrai que c'est... Voilà, moi, je remercie les efforts que fait l'État. La réalité que je vis en tant qu'aide-soignant, je suis désolé, au panier à Intermarché en face de chez moi, avec mon salaire qui a à peine augmenté. Et par contre, mon salaire a augmenté, mais les impôts ont augmenté pour moi. Donc, en gros, au lieu de gagner 150 € de plus par mois, je gagne que 100 € de plus par mois. Donc, je remercie, je contribue. Par contre, je pose la question. Où ça s'arrête, nos enfants, nos petits-enfants, d'accord, mais à un moment donné, il me semble bien qu'en Afrique, il y avait peut-être des intérêts miniers, on a annulé purement et simplement des dettes. Est-ce que des banquiers qui nous prêtent peuvent faire un effort à un moment donné pour annuler des dettes? Alors, la dette française, je crois qu'elle a 3 000 milliards d'euros. Elle a dépassé les 3 000 milliards d'euros. Donc, annuler une dette de cette conséquence, et je me permets de répondre, alors, je ne suis pas économiste, ça va être un peu compliqué à priori. Gilbert 7 en quelques mots. Gilbert 7, juste une réponse rapide, et puis après, nos vraies voix interviennent. Non, ces options d'annulation de la dette sont évidemment tout à fait valides pour des pays en développement, comme ce qui a été évoqué, les pays africains. Ça veut dire que ce sont les États d'autres pays du monde, les États de pays développés, qui prennent en charge. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui prenons en charge l'annulation de la dette de certains États quand ils sont face à une impasse financière. Nous concernant, sur qui peut-on compter pour annuler une dette qui a été constituée parce que nous avons été très généreux vis-à-vis des ménages français, plus généreux que l'ont été les États des autres pays qui nous entourent. Par rapport à leur propre ménage, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, etc. Donc c'est à nous de faire des efforts. Voilà. Michael Sadoun, vous avez envie de réagir depuis tout à l'heure, on vous écoute. Il y a tellement de choses qui ont été dites, j'aurais aimé réagir. Surtout, je suis d'accord avec ce qui a été dit, augmenter la capacité de travail et pour ça faire les réformes structurelles nécessaires. Nuancer aussi ce qui a été dit sur l'Europe, parce que les gens se désolidarisent de la politique allemande quand on a une meilleure politique sur l'énergie, mais ça les dérange pas, l'Europe, quand on doit emprunter sur les marchés financiers et que ça nous permet quand même d'emprunter depuis des années et de financer des politiques coûteuses. Après, sur l'annulation de la dette, en effet, vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup plus facile pour des pays qui ont des moins grosses quantités de dettes et qui sont dans un contexte d'insolvabilité. C'est-à-dire que les détenteurs de la dette savent que de toute façon, ils ne reverront pas pleinement leur argent. Donc on fait des haircuts, c'est-à-dire qu'on divise la dette par 2 et on renégocie le taux d'intérêt ou des choses comme ça. Pourquoi pour la France ce serait compliqué? D'abord parce que ce serait un one-shot. C'est-à-dire que si on dit aux gens, écoutez, votre argent, vous le reverrez pas, on ne pourra plus jamais emprunter sur les marchés financiers. Et ça, je peux vous dire que ça va être très compliqué. Et la deuxième chose très importante que les gens doivent comprendre, c'est que la monnaie, c'est un système de règlement des dettes. Si demain vous annulez votre dette, vous expliquez aux gens que votre monnaie ne vaut pas grand-chose et dans ce cas-là, ça va mener à des catastrophes économiques énormissimes. Conclusion, Catherine Evrard. Oui, moi, j'ai pas vraiment de conclusion parce qu'on discute de ce sujet depuis des années et puis on s'en sort pas. Moi, il y a une chose quand même sur l'électricité, le coût de l'électricité en Europe. Je voudrais savoir où va l'argent. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Sont-ce les Allemands qui s'en mettent plein les poches ? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont les distributeurs? Moi, je comprends pas, parce que le coût n'a pas augmenté autant que ce qu'on nous demande. Enfin, il y a un problème. Où est l'argent? Où va-t-il? Merci. Ouais, pour conclure rapidement. Très rapidement, est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi? Où va l'argent?
Ouais, de oui. façon très concrète, parce que tout ça est tellement difficile à assimiler que je comprends la question de dire où ça s'arrête. Est-ce qu'il y a une date limite de la dette de remboursement, comme un prêt classique? Et Non, après, on l'a juste. fait tourner, mais voilà, donc en fait, tout ça devient complètement abstrait si on a l'impression de pouvoir repousser l'échéance en permanence. Et donc, ça amène une vraie question sur la façon de gérer les comptes publics. Merci à tous. Merci, chers 93% auditeurs. des auditeurs qui disent non, il y a d'autres solutions que d'augmenter la facture. Bon, mais on l'a vu, mais c'est pas simple. Merci Gilles Berset. Merci. Vous êtes bien Merci dans beaucoup. les vraies voix de l'été de Sud Radio et vous restez avec nous parce qu'on va faire un point sur le Tour de France dans pas très longtemps. Et puis évidemment, les vraies voix de l'artisanat et de la ruralité, ça sera à partir de 19h. C'est dans pas longtemps. Surtout vraiment restez là parce qu'on a plein de choses intéressantes à se raconter encore. Allez, à tout de suite.